Voilà, cher commissaire, je ne sais pas celui qui vous inspire le plus, je dirais qu'a priori ce serait le deuxième sur lequel nous avons peut-être le plus de choses à dire. Donc, sans transition, Charles, est-ce que tu veux bien te lancer et déjà nous faire peut-être un petit récap des annonces de ASSO? Ouais, tu l'as très bien dit, Max. ASO a désigné cette semaine les wildcards concernant le prochain Tour de France. Alors, petite surprise, puisque pour la première fois, ils ont décidé de ne pas donner les noms des 4 équipes invitées, mais seulement 2, à savoir la formation belge Wanty Groupe Gobert et l'équipe française Cofidis, qui seront donc invités à participer à la prochaine grande boucle. Alors, comme tu l'as évoqué, la question qui se pose maintenant, c'est qui aura les 2 prochaines wildcards pour le Tour de France 2019. Je pense qu'on a 3 candidates principales, parce que les autres ne se sont pas forcément prononcés, en tout cas dans ce sens-là. Ça serait Vital Concept de Jérôme Pinault, Arkea Samsic Emmanuel Hubert, et bien sûr l'équipe Direct Energy dirigée par Jean-René Bernodeau. Donc le questionnement qu'on a, c'est laquelle de ces 3 équipes finalement restera sur le carreau en juillet prochain. Oui, bah, Ouais, naturellement la question qu'on se pose. Forcément, je pense que tout le monde s'est dit, il y en a une de ces trois-là qui va en faire les frais. Daniel, ton avis là-dessus? et si je ne m'abuse, ASO a clairement dit qu'elle les mettait en concurrence sur le prochain Paris-Nice pour un peu les tester, voir ce qu'elles valent et faire sa sélection ensuite. Même si je crois qu'ASO n'a pas donné de date limite ou de date exacte pour faire son choix définitif. Il me semble que Christian Prudhomme a dit que ce serait bien évidemment avant fin mai et que si ils avaient invité toutes les équipes sur Paris-Nice, c'était pour les voir à l'œuvre, mais je pense pas que ce sera simplement les meilleures équipes sur Paris-Nice qui seront finalement sélectionnées. Alors déjà, je pense qu'on peut discuter des équipes qui sont déjà prises. Cofidis et Wanty Group Gobert. ASO s'est un peu caché derrière l'argument de la réforme du cyclisme en prenant les deux meilleurs Continental Pro au classement de l'Europe Tour. Moi, je pense que c'est un peu un argument fallacieux et que de toute manière, ils allaient les prendre. Wanty parce que c'est un tour qui part de Belgique et Cofidis parce que c'est un sponsor très important qui finance notamment la Vuelta. Donc je pense qu'ils sont bien heureux d'utiliser l'argument du classement Europe Tour et que de toute manière, Wanty allait être prise, quoi. Ouais, Oui, car de toute façon, oui, vas-y Daniel. je te rejoins, je pense que les deux allaient être prises également et que l'excuse, c'est les 2 premières, ça tombe un peu à pic, même si ça justifie aussi leur sélection. Mais voilà, c'est pas forcément la raison principale pour laquelle elles ont été sélectionnées. C'est juste un argument un peu de communication. Oui, parce qu'on peut s'imaginer que si par exemple Androni avait été en tête de l'Europe Tour, il n'aurait pas pour autant été sélectionné pour le prochain Tour de France, je pense. Bon, ils auraient trouvé même une manière de décliner. Certaines équipes ne peuvent pas se permettre d'avoir deux participations sur les grands tours, non pas l'effectif, tout simplement la profondeur pour pouvoir le faire. Certaines oui, d'ailleurs, on sait que Direct Energy a aussi fait une demande pour le Giro. On verra, ça devrait d'ailleurs tomber d'ici peu. Du coup, vous ne voyez pas d'autres équipes étrangères de toute façon briguer sur le Tour de France une wildcard de manière sérieuse là pour l'année à venir, Charles? Moi, je crois que Caja Rural Vas-y, Daniel. Je crois que Caja Rural avait vaguement postulé, mais bon, c'est pas très réaliste dans l'immédiat. Non, puis côté des grosses formations, je pense à Israel Cycling Academy qui a quand même pas mal de moyens. Il me semble qu'on attend surtout 2020 et la mise en place de la nouvelle réforme pour postuler à une place automatique cette fois-ci sur le Tour de France, puisqu'on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à partir de 2020, les 2 premières équipes Conti Pro seront automatiquement qualifiées pour les 3 grands tours de la saison suivante. Très bien. Théo, est-ce que pour toi, il y a clairement une équipe qui, on va dire, qui se retrouve un peu en dessous des autres pour les 3 places qui restent parmi les équipes françaises? En fait, pas vraiment. Je pense que si ASO, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui semblent convaincus que Direct Energy va être prise pour l'historique qu'ils ont, le fait que c'est la dernière équipe Conti Pro à avoir gagné une étape sur le Tour de France. Donc il y a pas mal de gens qui placent Direct Energy au-dessus des 2 autres. Mais je pense que si ASO était certaine, ils les auraient déjà sélectionnés parce que c'est vraiment un avantage d'être sélectionné tôt. Ça permet de préparer ton équipe spécifiquement pour le Tour de France et pas de cramer plus tôt dans la saison.
Je crois que les trois équipes ont des très bons arguments. Sur le papier et dans le monde du cyclisme, du cyclisme théorique, Arkea a vraiment une très bonne équipe avec Barguil et Greipel, sauf qu'ils ont fait une saison horrible l'an dernier et je pense que ASO a envie de voir un peu ce qu'ils vont donner. Vital Concept a une équipe assez jeune, dynamique, avec des coureurs qui ont un charisme, une certaine portée au niveau français, mais qui font plus beaucoup de résultats. Et Direct Energy, ils ont recruté des gros coureurs comme Terpstra ou Bonifacio, mais qui sont pas forcément reconnus en France. Donc, je pense que ça va se jouer sur le terrain et qu'on peut pas vraiment savoir a priori. Alors c'est vrai qu'on avait évoqué dans l'émission sur les transferts justement le fait que les équipes Conti Pro françaises avaient réussi à tirer leur épingle du jeu en faisant venir des noms quand même assez prestigieux. Du coup, ça remonte un peu la difficulté pour tout le monde. Il y a un nivellement presque par le haut qui se fait. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi se traduire par un certain effet sur le déroulé des courses en début de saison entre ces différentes équipes? Et aussi, question subsidiaire liée à celle-là, est-ce que ça faisait partie, entre guillemets, du but caché d'Assaut? Charles. Ouais, je crois que c'est Jérôme Pinault qui l'a évoqué dans une interview. Je suis désolé, je me rappelle plus dans quel média, mais il disait qu'il faudrait faire attention pour les trois équipes justement candidates à ces deux wildcards à ne pas se tirer dans les pattes. Mais malheureusement, on connaît tous le vélo, c'est exactement ce qui va se passer. Imaginons que, je ne sais pas, il y a un Direct Energy et un Vital Concept qui sont 40 secondes devant un peloton et prêts à jouer la gagne. Je vois mal la dernière équipe ne pas mettre 2-3 coureurs devant pour éviter que les autres aient la gloire d'une victoire de prestige sur Paris-Nice. Donc forcément, il y aura des petits coups bas, on verra des petits trucs bizarres avec des équipes qui se mettent en tête de peloton, parfois sans vraiment trop de raisons, mais après tout, ça fait partie du vélo, je vois pas trop le souci, mais ça risque de se passer, oui. Est-ce que ce genre d'attitude ne pourrait pas justement desservir l'équipe qui roule derrière les offensifs? Bon, je suis pas sûr que ce soit tout à leur honneur et ASO s'en rendra compte également. Après, effectivement, quand tu as Greipel dans ton équipe, tu as toujours une raison pour rouler, ou même si tu as Bonifacio, bon, c'est sûr, ou tu as une deuxième place au classement de la montagne à défendre. Bon, il y a toujours des raisons, c'est vrai, c'est un peu comme ça le cyclisme. Et pour en revenir un peu à ce que disait Théo, effectivement, je pense que les trois équipes présentent chacune des avantages et quelques peut-être inconvénients. Ça dépend un peu de l'angle d'analyse qu'on veut utiliser. Si on se dit que Barguil, c'est un grand nom sur le Tour de France parce qu'il a fait une très belle édition en 2016 et que ça parle au grand public, oui, donc c'est un avantage pour Arkea. De même, Pierre Roland, ça reste quand même un coureur qui a une certaine cote auprès du public. En revanche, de l'autre côté, on a Direct Energy qui est une équipe quand même nettement plus populaire que les autres, qui répond toujours présent, que ce soit sur le Tour de France, que ce soit sur Paris-Nice, par des échappées, par des victoires d'étape. Donc le tout, c'est compliqué de trancher et je pense que les trois équipes ont leur chance. Je mettrais peut-être Direct Energy un peu devant de par l'historique à ce stade de la saison, mais en fonction des résultats et de l'attitude sur les courses à venir, ils peuvent perdre leur place, c'est pas impossible. Oui, Charles. Ouais, moi je mettrais aussi Direct Energy devant, parce que je pense qu'on se rend pas vraiment compte, on a vu les discussions sur les forums, sur les réseaux sociaux, etc. Mais Niki Terpstra, c'est le vainqueur du Tour des Flandres, l'un des 5 monuments qui rejoint une équipe de Conti Pro. Je sais pas si on se rend compte de la portée de l'événement, mais c'est quand même assez exceptionnel d'avoir cette carte-là entre ses mains, même s'il se fait pas un spécialiste du Tour de France. Mais à ce moment-là, est-ce qu'Arthur Vichot, qui est un très bon coureur, est un spécialiste du Tour de France? Je ne pense pas non plus. Il vaut mieux avoir Terpstra dans son effectif, sachant qu'on a des coureurs assez populaires comme Calmejane. On a aussi Jonathan Hiver et Jérôme Cousin qui ont marqué les esprits l'an passé en remportant 2 étapes sur Paris-Nice. Dans les faits, Direct Energy, je crois que c'est 14 victoires en 2018, soit plus que Vital Concept et Arkea Samsic réunis. Donc, il y a l'historique, je crois que c'est toi, Daniel, qui évoquait ça en début d'émission, qui joue pour eux, avec forcément les Vauclair Mania, les Chavanel Mania, etc. Il y a quand même toute une histoire d'amour, je pense, avec le grand public français. Et je vois mal ASO se passer d'eux, quoi. Et malheureusement, j'ai peur que ça soit Vital Concept, et je conclue vite là-dessus pour pas faire trop long,
passe à l'as, même si sportivement, je trouve que vu la saison d'Arkea Samsic l'an passé, ils mériteraient d'avoir leur chance, parce que j'ai peur pour le projet de Jérôme Pinault si jamais ils sont une nouvelle fois éjectés du Tour de France. Vital Concept. Oui, Vital alors, Concept BNB Hotel. juste une précision, donc c'est la saison de le Beau Tour de France de Barguil, il me semble que c'est quand même en 2017, pas en 2016, si je m'abuse. C'est ça. Moi, si longtemps que ça. Et encore, bon voilà, peut-être une dernière chose, peut-être pour clore le sujet. Oui, est-ce que dans une certaine mesure, les premières wildcards annoncées aussi sur les courses annexes comme Paris-Nice ou on va dire l'intention de Direct Energy de vouloir participer aussi au Giro peut nous donner des indices sur ce qui pourrait se passer au niveau des choix pour la suite pour Asso. Oui, enfin, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Charles, mais du coup, c'est bien que tu en aies parlé, Max aussi. Tu as parlé de Vauclair Mania, de Chavanel Mania, c'est très vrai, mais c'est une attention médiatique qui est portée au coureur et pas forcément à l'équipe, et Chavanel et Vauclair, ils sont plus là. Après, c'est vrai que parmi toutes les équipes qui veulent aller sur le tour, parmi les Conti Pro encore en route, le meilleur coureur du début de saison, c'est peut-être Jonathan Hiver qui est chez Direct Energy. Effectivement, c'est une grosse carte pour eux, mais c'est surtout les annonces sur le Giro seront faites avant. Et si Direct Energy est sélectionné sur le Giro, c'est qu'il aura apporté des garanties, je pense, à l'organisateur du Giro. Donc ses meilleurs coureurs seront sur le Giro. Du coup, s'ils sont sélectionnés sur le Tour d'Italie, ça risque d'être compliqué d'être aussi sélectionnés sur le Tour. Peut-être que c'est une solution qui arrangerait tout le monde. Je sais pas. Voilà. Et du coup, est-ce que Direct Energy ne serait pas un peu tirer une balle dans le pied en candidatant pour le Giro? Parce que je pense qu'à choisir, ils préféreraient le Tour. Mais effectivement, si ASO les écarte sur le motif qu'ils font déjà le Giro, c'est un peu moche pour eux, je pense. Oui, est-ce que en fait le fait de se préparer un plan B et devoir l'annoncer forcément au vu au-dessus de tous ne joue pas contre le plan A finalement. C'est effectivement une question. On va avoir la réponse finalement assez vite. Hein. Charles. Ouais, non, je pense pas, parce que ils ont un effectif assez riche. Direct Energy, il y a plus de 20 coureurs. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Enfin, pour faire de grands tours dans la saison, on a des équipes World Tour qui, si je ne me trompe pas, sont à 23 à 24 coureurs, donc au final, et qui vont faire 3 grands tours dans la saison, plus d'autres courses aussi. Et enfin, je vois pas trop le problème. Je pense qu'on peut tourner autour de Bonifacio et de 2-3 autres bons coureurs sur le Giro et enchaîner avec des Calmejeanne, des Terpstra, etc. sur le tour. Quoi. Si on regarde la concurrence en plus du Giro, les autres équipes Pro Conti qui peuvent légitimement avoir leur place n'ont pas sont pas vraiment tellement au-dessus de Direct Energy, on va voir carrément en dessous. Hein, c'est une équipe comme la Bardiani, on va dire ça pour résultats sportifs. Privée de Chicone maintenant, je pense que oui, elle pourrait très bien effectivement laisser sa place à Direct Energy sans qu'on n'ait pas grand-chose à dire. Voilà. Écoutez, on a déjà passé la première moitié de l'émission et si largement, donc il est peut-être temps d'aborder maintenant le deuxième sujet. Donc de revenir sur les courses et la première course au tour de la saison, le Tour Down Under. Charles, est-ce que tu veux nous faire une petite présentation rapide de la course, savoir où elle se passe, présenter rapidement les étapes? Ouais, rapidement, donc quand on est tous contents, je pense, on sera d'accord là-dessus, c'est enfin, après de longues semaines d'attente, la reprise de la saison, donc même si la course va se dérouler très tard la nuit, je crois que les arrivées seront en France vers 3-4 heures du mat, donc on suivra un petit peu tous en différé, il y a quand même une excitation par rapport à la reprise, et pour en venir à l'épreuve, donc elle se déroule en Australie, dans le sud de l'Australie, autour d'Adélaïde, sur un parcours qui cette année est plus vallonné que l'an dernier. L'an dernier, on avait tous été un peu déçus parce qu'au final, c'était un peu juste Willanga Hill et il n'y avait pas eu grand-chose autour, mais cette saison, ça va être un peu différent. Enfin, on va avoir l'occasion d'y revenir et je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais il y a notamment les étapes 3 et 4 qui pourraient offrir des scénarios assez intéressants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, déjà, il y a une étape la dernière étape qui était l'étape un peu Champs-Élysées, on va dire,
du Tour Down Under a été supprimé, donc on passe à 5. Oui, on passe à Ouliga en fin de course. Ça, c'est aussi une nouveauté. Désolé, j'ai... Juste pour préciser. Oui, et donc Oui, les deux étapes que tu citais, pardon, je coupe la parole à Théo. Non, les vas-y, deux équipes que Daniel. tu citais, Charles, ce sont deux étapes un peu casse-pattes qui peuvent peut-être se terminer au sprint d'un petit comité ou pour un groupe de costauds. À voir, on a du mal à se projeter, je pense. Je pense même que la quatrième étape qui termine à Campbelltown, ce sera vraiment un petit groupe, voire même ils peuvent arriver un par un parce qu'à moins de 6 km de l'arrivée, on a une montée où les 2 derniers kilomètres approchent les 10%, autour de 9% avec beaucoup de virages. Et ça, en début de saison, avec des niveaux de forme très disparates, ça va forcément faire des dégâts. À la 9e place, Marc. Oui, on a une dernière difficulté, elle offre presque 2 km à 9%, alors que dans les plateformes, en plus, qui sont quand même en général assez hétérogènes. Je pense qu'on risque d'avoir effectivement un peloton bien éparpillé. Justement, on va revenir un peu là-dessus, c'est quels sont traditionnellement les enjeux d'une course comme celle-ci? C'est la première course dans le Tour, mais elle a lieu au bout du monde, dans une atmosphère quand même... on va dire, très différent pour nous. Nous, on est au cœur de l'hiver, là-bas, on va voir des coureurs qui vont rouler par 35 degrés, mais ça va être aussi la course de reprise, tout en étant quand même une course importante, en tout cas pour, en général, tous les coureurs de l'hémisphère sud. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dégager comme enjeu à travers une course comme ça, finalement? Ça va être une édition, je crois que ça doit être à peu près la 10e année, à peu près, qu'elle doit être World Tour. Voilà, Théo, tu veux intervenir là-dessus? Bah oui, enfin, c'est surtout l'enjeu, il est surtout bon pour certains des coureurs, pour les Australiens ou des coureurs qui ont des choses à prouver dans leur équipe, que ce soit des sprinters ou des second couteaux, c'est une occasion un peu simple de se montrer pour une première fois. Mais c'est aussi le plaisir pour tout le monde de reconnaître les nouveaux maillots, identifier un peu les principaux transferts. Et comme toujours, il y a la dernière étape, ce sera est-ce que Richie Porte, comme d'habitude, va carboniser tout le monde. C'est un peu le seul intérêt de ce Tour Down Under. Oui, c'est un peu particulier à ce niveau-là parce que Richie Porte, il sort d'une saison difficile, donc on l'attend un peu au tournant sur cette fiche. Daniel. Moi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir des outsiders ou des lieutenants traditionnels jouer à leur niveau le classement général, donc souvent pour un top 10, puisque on va dire les 2-3 premières places sont quand même trustées par des coureurs reconnus, mais ceux qui viennent juste derrière, souvent c'est des coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes, et donc c'est toujours intéressant, ça permet de se dire ce jeune-là, est-ce qu'il a un petit potentiel, qu'est-ce que ça vaut sur les courses par étapes, tiens, cet équipier-là, il a quand même un petit niveau personnel aussi pour faire des résultats, et bon, c'est pour nous qui suivons sur les courses dans le détail et qui jouons à plein de jeux en rapport avec le cyclisme, c'est toujours un petit moment excitant. Et puis comme c'est la première course de la saison, tous les matins, on se précipite sur les sites pour voir un peu les résultats, même si je vous avoue que moi je vais pas forcément me taper les rediffusions non plus, quoi. Oui, alors c'est vrai que ça donne souvent l'occasion de découvrir des jeunes Australiens qui vont tenter de se mettre en évidence sur leur course nationale, en quelque sorte. Chaque année, d'ailleurs, ils emmènent une sélection d'Australie. On voit souvent comme ça, notamment, il y avait les jeunes Storer, Hindley, qui par le passé s'étaient un peu distingués déjà sur les premières courses australiennes. Et puis après, il y en a d'autres. Je me souviens aussi, c'est comme ça qu'on avait vu... Restrepo ou Guerrero se mettre un peu en évidence les premiers jours de la saison où les formes des uns des autres ne sont pas encore tout à fait égales. Charles, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, si on veut enchaîner un peu sur les favoris, vous avez forcément parlé de Richie Porte. Juste d'abord, l'étape que je vous ai mise en profil, c'est l'étape de Campbelltown. Donc, vous pouvez voir l'ascension finale de Corkscrew là, qui sera jugée à un peu plus de 5 km de l'arrivée. Donc, désolé pour la parenthèse. Ouais, donc, vous l'avez évoqué, Richie Porte est forcément le grand favori. Enfin, peut-être pas pour la victoire finale, parce qu'on l'a vu, même s'il gagne toujours à Willunga, le général, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours un truc qui fait qu'il ne s'impose pas, ou alors pas souvent. Mais parmi les principaux outsiders, je vais dire, ou parmi ses principaux adversaires, il y a quelques gars qui sortent du lot, notamment Michael Woods, s'il est en forme, Wood Pauls, qui a fait de la course un objectif depuis un moment. Je crois qu'il avait annoncé dès octobre qu'il serait présent.
Et puis on va retrouver des habitués comme Diego Ulissi, comme Luis Leon Sanchez, comme Jay McCarthy, Nathanas, enfin toute cette colonie de coureurs, Driss de Venin, ce que Daniel évoquait, qui sont d'habitude second couteau et qui là peuvent prétendre à des beaux accès citron. Oui, on a des coureurs, on va dire, habitués à cette course, qui ont l'habitude effectivement de figurer dans le top 10, qui sont nouveaux là, et c'est vrai qu'on s'attend de nouveau à les voir à ce niveau. Du côté des sprints, peut-être enchaîner, Daniel? Ouais, c'est vrai que c'est traditionnellement un rendez-vous pour pas mal de gros sprinteurs. J'ai l'impression que cette année, ils sont quand même un peu moins nombreux que d'habitude. Enfin, ces dernières années, ça réduit quand même un petit peu en intensité. Mais en tout cas, il y a Viviani, il y a Hausler, je dois oublier quelques noms là. Il y a Caleb Ewan. Et Caleb Ewan qui aura à cœur de prouver ce qu'il vaut dans sa nouvelle équipe. Et je crois que cette nuit ou hier soir, il a gagné la classique le critérium plutôt qui précède cette course par étapes. Mais on pourra aussi se Caleb Ewan, puisqu'il a aussi remporté le critérium, encore une fois, des championnats d'Australie en début de mois. Ouais. Je crois que le champion du critérium, c'est un coureur de Delco Marseille. Et c'est Brenton Jones, mais c'est à vérifier. Comme sprinter, il y a aussi des jeunes comme Jasper Philipsen qu'on verra pour la première fois au niveau World Tour, où on pourra voir Bauhaus sous ses nouvelles couleurs. Enfin, même s'il n'y a pas un gros plateau, on a quand même une partie de la nouvelle génération, donc ça va quand même être intéressant à suivre. Ah oui, il y a aussi Max Falschijk et Danny Van Poppel du côté des Néerlandais et des Allemands. Et tu parlais des jeunes pousses, Théo. On a Max Canter aussi au sein du team Sunweb qui a été très très brillant l'an passé, notamment sur le Tour de l'Avenir, et qui sera présent chez Sunweb. Et d'ailleurs, tu avais raison sur Caleb Ewan, je viens de m'en souvenir, c'est les Beckrits qu'il a gagné, c'est pas le critérium cette année des championnats. Non mais ça serait dommage d'enlever à Delco sa peut-être unique victoire de 2019. Profitez bien de l'absence de Greg. Très bien. Écoutez, est-ce que avant de clore l'émission, vous voulez risquer un petit pronostic, peut-être pour juste le vainqueur, classement général? Charles? Ouais, je vais pas faire de l'originalité, je vais forcément dire Richie Porte devant Michael Woods et en troisième, pourquoi pas un Daryl Impey. Et moi, je vais bien enchaîner, parce que je vois que personne ne le fait, donc je vais enchaîner, puis Porte, il fera deuxième comme toujours, battu par Woodpulse, puisqu'il faut bien que la Sky s'impose, et en troisième, George Bennett, qui est toujours un gars un peu régulier, qui s'en sort bien sur les petites courses par étapes, et qui ne gagne pas souvent quand même. Alors pour moi, 2019, ça a gagné du style, donc ça va être Michael Woods avec son super nouveau maillot qui va s'imposer. Et je vois bien, alors je sais pas dans quelle forme il est, mais c'est le seul vrai grimpeur de la start list, et il pourrait peut-être faire quelque chose dans un petit profil sur l'étape de Campbellton. Il y a Domenico Pozzovivo qui est présent. Et en grosse cote, j'aimerais bien voir ce que fait Edouard Prades, qui est arrivé chez Movistar cette année, qui a fait une jolie saison l'an dernier chez Euskadi. Oui, puisqu'il avait remporté une World Tour en fin de saison. Ouais, de fort belle manière. Quant à moi, je ne me risquerai pas trop et je vais faire un conventionnel en prenant un peu un mix de vos différents pronostics, et je vais faire un Pulse Porte Woods. Voilà. Charles, avant de conclure. Ouais, puisqu'on parlait de surprise tout à l'heure et de jeunes coureurs qui s'illustrent parfois, moi je suis assez pressé de voir ce que va donner Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de l'Avenir, vu la faible concurrence, la montée de Campbellton ou Ilunga. Je serais pas surpris de le voir dans le top 15. Je suis assez pressé de voir comment il va évoluer face au plus. Et dans les intérêts de cette course aussi, effectivement, c'est l'une des premières, et c'est l'une des premières aussi où on va voir donc les nouveaux coureurs, ceux qui vont soit intègrent le monde pro, soit intègrent le World Tour pour la première année, les Pogacar, mais moi je serais aussi curieux de voir ce que vont faire enfin des Maresco à ce niveau. Tiens, est-ce qu'il va réussir à passer un pont sur ce genre de course, ou un Pellegrini par exemple, qui vient de chez Androni, voir s'il va faire chez Astana.
Voilà, nous, il fait une course qu'on va suivre quand même avec un intérêt, même si elle ne va pas donner beaucoup d'indices ou beaucoup d'indicateurs pour la suite de la saison. Elle pourra quand même déjà donner le ton, ne serait-ce que ça. Par exemple, pour un Richie Porte, c'est sûr que si il n'est pas dans le coup, pour lui, ce ne sera pas un bon indicateur. Voilà. Après, s'il réussit, ça ne veut pas dire forcément non plus qu'il fera une bonne saison, mais il faut au moins pour lui qu'il parte sur de bonnes bases. Et certains ont intérêt à se rassurer assez vite, plus vite que d'autres. Sagan est moins attendu que lui, par exemple. Voilà. Juste pour finir, puisqu'on a pris un peu de retard et tu l'avais souligné, Théo, côté français, qu'est-ce qu'on peut attendre, à votre avis? Traditionnellement, pas grand-chose. Théo, tu as des espoirs? Non, mais c'est ce que j'allais dire, pas grand-chose. Les Français, je crois que c'est Agrega et SSE qui nous avaient indiqué qu'il y a eu un seul top 10 en 10 saisons, et c'est Blaise Cadré qui a dû faire 8e ou 9e en 2011. Il y a Rémi Cavagna qui a fait un beau tour de Guangxi, alors je sais pas vraiment comment ça se prononce, il a terminé 4e devant notamment Rigoberto Urán. Mais est-ce qu'il aura le leadership de son équipe? Pas sûr. Sinon, à part ça, on peut peut-être attendre une belle perche de Léo Vincent, tandis que Elisson, qui est peut-être le meilleur français de la Startlist, sera sûrement au service de Wout Poels, quoi. Je crois que tu as fait le tour en quelques mots. Ouais, et puis il faudra voir Pierre Latour aussi. On sait qu'il a eu des problèmes de santé, de dos notamment, on en parlait en off, et ça sera peut-être là un indicateur par contre sur la suite de sa saison. Voir s'il a pu récupérer. Je suis assez surpris de le voir effectivement sur la liste des participants, ayant entendu parler de ses problèmes. Bon à voir, c'est peut-être pour lui aussi une façon de sentir à quel niveau il en est. Bien, écoutez, là je pense que l'émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je crois que tu voulais encore intervenir. Ouais, désolé, ça fait 2 fois que je te fais le coup. Juste pour vous annoncer que oui, on sera bien normalement en direct tous les dimanches soirs de 19h à 19h30. On va essayer de résoudre les petits problèmes de son, parce qu'on a eu une mise à jour sur nos logiciels pour tout vous dire, et on n'avait pas forcément anticipé ça, donc on espère que ça sera bien résolu, et normalement ça le sera dimanche prochain. Juste pour vous annoncer les rendez-vous de la semaine, on a parlé du Tour Down Under, il y aura un deuxième truc à suivre, c'est les wildcards du Tour d'Italie cette fois-ci, qui devraient être annoncés dans la semaine, donc là aussi ça sera pour vous l'occasion d'en débattre et d'en discuter dès dimanche prochain. Donc, bien Charles, tu pourras t'exprimer une fois lorsque tu m'as interrompu pour rien, vu que je comptais dire tout ce que tu viens de raconter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à vous tous. Et comme l'a dit Charles, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et pour une nouvelle sortie du dimanche. Au revoir. Salut à tous. Au revoir. De cette épreuve senior.